Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lecture de Thomas. Je vais vous parler des 3 romans que j'ai pu lire au mois de novembre 2025. Donc il y aura Maxime Rossi, La Tournée, David Le Belli, L'autre Rimbaud, et il y aura Guillaume Soa, L'affaire Borjarski. Commençons tout de suite par Maxime Rossi. Avec La Tournée. Alors Maxime Rossi, en fait, c'est son premier roman. C'est édité chez l'Iconoclaste. Alors, vous voyez, il est petit. Hein. Et donc Maxime nous décrit un peu son périple infirmier, mais libraire avant. Donc il a eu plusieurs métiers, mais toujours ce métier de service, au contact des gens. On est en Ardèche tous les jours à 5 heures du matin. Il a sa tournée. Les gens l'attendent à bord de sa Mercedes, comme ça, il s'est minuté, hein, donc il sait très bien que il va par exemple chez une dame, allumé devant la télé, devant un café, voilà, il accepte parce que son métier c'est pas que de soigner, hein, c'est l'humain avant tout également. Et là, il nous décrit son périple d'une matinée, d'une journée, avec toutes les contraintes d'un infirmier, toutes les contraintes aussi face à la maladie, mais c'est jamais dans le pathos, c'est toujours bien écrit, c'est toujours sincère, honnête, sans aller par des chemins de traverse. C'est direct, c'est la vieille dame qui l'attend avec, comme je vous disais, un café. C'est le malade qui est en stade terminal. Et que sa famille va veiller sur lui, lui met tout un processus. Et là, on voit aussi l'importance des infirmiers, des intervenants du paramédical dans la ruralité. Et là, il va mettre une équipe face, bien sûr, à cette maladie et de faire en sorte que le malade en stade terminal finisse ses jours tranquillement. C'est un livre à la fois professionnel parce qu'il nous parle de son métier et il nous parle de pourquoi il est arrivé aussi à être infirmier. Et c'est les atouts et aussi, je dirais, les inconvénients de son métier. Mais c'est écrit toujours, on sent que Maxime Rossi aime ce qu'il fait. Moi, je dis franchement, bravo, quoi. Honnêtement, c'est son premier roman. Alors, je vous dis, hein, il est court, mais c'est tellement, j'allais dire, c'est même paisible à lire. Voilà, je dirais que malgré la difficulté de la maladie, de la solitude, d'un décès d'un proche, je pense au fils qui est dans sa ferme tout seul, ses parents sont disparus, voilà, il est tout seul avec son chien qui est vieux. Voilà, c'est toute une ambiance, c'est la ruralité d'aujourd'hui en France, et aussi c'est les conditions d'un infirmier en France également, avec avec toutes ces complexitudes. Et franchement, c'est très bien. Lisez-le. Donc, c'est Maxime Rossi, La Tournée, et c'est édité chez les éditions l'Iconoclaste. Vous savez très bien que j'aime l'Iconoclaste. Pareil, toujours même l'Iconoclaste. Alors là, on va aller sur un autre terrain. L'autre Rimbaud. Alors, déjà, la photo, il y a déjà un indice. Donc là, vous avez Arthur. Et quand vous tournez la page, normalement, c'est la photo officielle. Arthur et Frédéric qui est son frère. Donc en fait, Frédéric a toujours été caché. Et on a toujours diffusé en fait cette photo-là, et je vous dirai pourquoi. On a toujours diffusé cette photo-là parce que Frédéric a toujours été dans l'ombre de son frère poète. Alors quand je dis ombre de frère poète, attention, Rimbaud, il a écrit alors il y a deux choses, soit 14-20 ans ou soit 16-18. En tout cas, il a écrit quand il était adolescent. Et en fait, il a mené sa vie d'homme en voyageant, hein, mais il n'a jamais écrit il n'a jamais écrit de poème en étant un homme, hein, toujours en étant un adolescent. Et donc, Frédéric, qui est le plus grand, hein, c'est le plus grand d'une fratrie de 4, hein, donc 2 frères et 2 sœurs. Et ce Frédéric a toujours été effacé de l'histoire. Il est même pas enterré avec ses proches. Donc c'est pour vous dire, hein, on l'a toujours pris pour un bébête parce que Frédéric, il voulait mener sa vie, il voulait se détacher de cette mère exigeante. En plus, ayant perdu une des sœurs de bonheur, il voulait vraiment s'affranchir de tout. Et sa mère était vraiment très très exigeante. Elle les avait élevés tous les 4 toutes seules. Donc vous vous rendez compte, hein, au début du XXe siècle, c'est inimaginable, hein, une mère tout seule avec 4 enfants. Voilà. Donc elle a eu aussi une adversité dans l'existence de pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Alors ça me rappelle
Le roman que j'ai lu le mois dernier sur le concours, vous savez, qu'a eu le prix Goncourt, la Maison vide, c'est exactement le même processus. C'est-à-dire que ce sont des femmes fortes. Elles occupent les mêmes métiers dans les deux romans, c'est-à-dire elles ont une espèce de coopérative, une grande ferme qui implique beaucoup d'hectares avec beaucoup de petites dépendances tenues par d'autres gens qui bossent pour elles. Voilà. Donc c'est exactement le même carcan du début du siècle. En plus, ça se passe sur les mêmes années. C'est assez intéressant à comparer les deux romans. Et donc Frédéric est devenu cocher, donc a complètement s'écarter de la famille de cette femme, de cette mère autoritaire, et a complètement cassé la profession auquel appartenaient ses aïeux. Et lui, non, il a dit, moi, je veux pas comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il est en dessous, hein. Donc, il est coché dans un grand hôtel, il accompagne des gens à droite à gauche. Il s'occupe des valises, etc. Bon, et il y a une certaine misère hein, quand même. Où il a eu des enfants. D'ailleurs, il y a des descendants hein, encore actuels des Rimbaud grâce à Frédéric. Et puis la mesquinerie à fond, quoi. Même Isabelle, alors la mère fait la résistance pour son mariage, elle écarte, elle dit que c'est un idiot, elle écrit à son frère Arthur qui est dans les pays lointains en lui disant oui regarde ton frère, qu'est-ce qu'il me fait, etc. Bref, le frère prend parti pour la mère et non pour pour son frère. Pourtant ils ont une enfance ensemble, etc. Donc ils se connaissent. Hein. Et donc il y a la deuxième sœur qui est Isabelle. Et Isabelle en fait, elle a alors sans tout vous dévoiler, hein, elle a manigancé quelque chose afin que, en fait, tout ce qui sera vendu comme livre après la mort d'Arthur, ben, tous les bénéfices surviennent à elle. Et je trouve que c'est une mesquinerie sans fond. Il a été complètement invisibilisé de leur vie, invisibilisé de la nation. Comment devient-on homme et comment existe-t-on quand on a une telle famille et quand on a le rejet parce que soi-disant on est l'idiot de la famille. Je vous rassure, c'est faux. C'est pas un idiot, il a voulu s'affranchir des règles et au début du XXe siècle, s'affranchir des règles, c'était pas coriace, surtout que je vous rappelle que c'était les parents, la mère ou le père ou les deux qui décidaient de qui devait se marier avec qui. Voilà, hein, une France assez rétrograde de l'époque. Voilà, on n'était pas dans cette époque-là, maintenant on est au XXIe siècle, donc on a un peu du mal à comprendre, même si on se met dans les personnages. Et j'avoue que Frédéric Rimbaud, grâce justement à David Le Bailly, il réintègre l'histoire. Il réintègre l'histoire à la fois au sein de sa famille, mais il réintègre l'histoire comme elle se doit. Cet homme qui a tout fait le contraire de ce qu'était le soi-disant le chemin tracé par la mère de famille, par la mère Rimbaud. Voilà. Et donc ça se lit bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que David Le Bailly nous fait à la fois donc la biographie de Frédéric, mais nous montre aussi comment lui il a cherché, comment lui il a retrouvé la tombe, comment lui voilà. Et donc il nous décrit pourquoi il s'est intéressé à ce personnage-là, et après ses recherches continuelles suivant les chapitres du roman. Et je trouve ça bien parce que ça nous implique nous lecteurs également à l'intérieur de ce roman, et on se dit ah oui quand même, ouais, il a été jusque là pour trouver parce que rien n'était évident, hein, parce que là vous avez cette photo là, c'est Isabelle hein, qui a manigancé, hein, donc la sœur, parce que la photo officielle était comme ça, et Isabelle a effacé carrément Frédéric, et je trouve ça insupportable. Donc allez-y, hein, c'est un bon roman, ça remet les choses en place. Ça rajoute un personnage qu'ils avaient effacé. Donc c'est l'autre Frédéric, c'est David Le Bailly et c'est chez l'Iconoclaste, très très intéressant. Et puis le dernier, c'est l'affaire Barjaski de Guillaume Soa. Donc je vous explique. J'ai reçu un mail en disant voilà, est-ce que vous voulez participer, est-ce que vous voulez faire une critique sur cette lecture? Ça s'appelle un service presse. Alors moi c'est très rare, j'en fais pas parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, puis c'est pas la priorité de ma chaîne. La priorité de ma chaîne, c'est de vous dire voilà, moi j'ai lu ça, est-ce que ça vous intéresse? Après, vous faites ce que vous voulez, soit vous le lisez ou pas, mais au moins vous avez un avis sur la lecture. Alors l'affaire Borjaski donc a été envoyée par courrier. Donc c'est un service presse, c'est-à-dire que c'est l'éditeur ou l'écrivain qui nous envoie ce roman, ça peut être une BD, ça peut être toute forme de livre. Hein. Donc, alors l'affaire Borjaski, ça nous parle
un Polonais en fait, qui s'appelle Soslav de mémoire, Soslav Bojaski, et il va arriver en France, à Paris. Là donc ça nous décrit cet homme qui en fait était quelqu'un, voilà, il dessinait dans son pays d'origine et voulait dessiner en France. Donc il a proposé plusieurs planches à différents éditeurs, etc. Bon, et puis il était inventeur surtout. Donc il a proposé des inventions et bon, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et on s'arrête là. Et puis à un moment, il bascule, je dis pas pourquoi. Et là, il se met à faire des faux billets des faux francs. Et c'est tellement un génie du dessin, de l'invention, qu'il arrive à faire des planches, à trouver le papier billet. Et il va tout doucement comme ça dilapider à travers Paris ces faux billets et ils vont vivre là-dessus en fait. Alors il dira pas à sa femme, c'est un secret. Même si sa femme, on peut penser qu'à la fin, elle avait comme des doutes parce qu'il disait oui, j'ai réussi les concours, et j'ai réussi à imposer aux entreprises mes fameux objets créés, mes fameuses inventions. Bon, il n'en était pas question, c'est pas grave. Et donc, au fur et à mesure de cette histoire, on voit l'ingéniosité. Moi, j'appelle ça un génie, hein, parce que les billets, même si la Banque de France avait refait des billets soi-disant inviolables et tout, il arrivait à justement à détecter ce qu'il pouvait faire. Franchement, très bien. Et puis, il y a il y a lui, il y a la famille, et puis il y a le commissaire Mattei. Et le commissaire Mattei, à Paris, en fait des tonnes pour pouvoir savoir qui est derrière, parce que bien sûr, ça remonte à la Banque de France, on dit, attendez, il y a de plus en plus de commerçants qui me déposent des faux billets, etc. Donc voilà, il y a des choses qui se font. Et Mattei est chevillé au corps, hein, c'est sa lutte. Pourtant, il a un passé, il a plus beaucoup à faire dans la police, mais c'est sa lutte ultime avant d'aller en retraite. Alors, je raconte pas toute l'histoire de la chasse de Mattei vis-à-vis de Bojaski, c'est impressionnant. Et puis, toujours, ce faussaire, il est très intelligent parce qu'il agit de façon à pas qu'il soit repéré et ça dure comme ça des lustres. Puis bon, voilà, arrive ce qui arrive, il a arrêté. Et puis, je raconte pas la suite parce que il faut la lire, hein, je vous raconte pas la suite. Sachez que quand même, ces faux billets, en fait, après donc qu'il soit arrêté, etc., etc. On l'a plus jamais refait hein, après. Hein. Et donc, ces faux billets circulaient, étaient même vendus assez cher lors des ventes aux enchères. Et en fait, c'est devenu une œuvre d'art. C'est impressionnant, franchement. Et Guillaume Sawa nous décrit ça. Il avait des recherches, hein, l'écrivain. Il a fait des recherches, ça se sent. Il s'est remis à la place des personnages et vous êtes aussi à côté du personnage principal. Et puis vous voyagez comme ça et vous découvrez au fur et à mesure que lui, son secret est de plus en plus pesant parce que c'est évident. Comment faire pour quand on dilapide comme ça de l'argent faux, la fausse monnaie, comme ça, de faux billets à travers Paris, mais à travers la France, comment on fait pour pas craquer? Comment on fait pour... Alors il y a eu des tentations, il y a eu, voilà, il a tenu bon. Et tout s'est révélé au moment avec le policier, quoi. Mais c'est très très beau. Alors c'est un service presse. Alors petite nota bene, c'est pas parce que c'est un service presse que je dois l'encenser. Attention. Mais là, j'ai trouvé l'écriture claire, précis, historique, sincère. On voit que Guillaume Sawa a mis tout ce qu'il avait en sa possession. L'écriture est fluide. Elle vous raconte comme ça une histoire d'un siècle avec ce faussaire, mais aussi les techniques policières de l'époque. Et tout ça fait un beau roman, mais c'est aussi raconter quelqu'un qui a vraiment existé. Et franchement, moi, c'est très très bien, quoi. On nous dit à la fin, et vous, savez-vous démêler le vrai et le vrai du faux? Là, dans les premières pages, c'était pas évident. Donc, je vous incite à le lire. Hein. C'est l'affaire Bojaski, le maître de la fausse monnaie. C'est chez Plume. C'est un petit éditeur sympathique, Plume. Et merci beaucoup. Et c'est de Guillaume Sawa. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. En décembre, il y aura bien sûr tout ce que je vais lire. Il y aura également le bilan fin décembre, ne le manquez pas, de mes 5 étoiles au niveau des romans.
des BD, mais aussi des mangas. À très bientôt, merci, au revoir.